Vincent Munier. Bonjour, Bonjour, vraiment enchantée et ravie de vous avoir avec nous. c'est Vous êtes un gentil, merci. photographe renommé dans le monde entier. Vous avez reçu des prix un peu partout, 3 awards. Vous avez commencé donc tout jeune la photo. Oui, complètement. Je pense que le terreau était plutôt fertile. Mes parents étaient assez sensibles à la beauté du monde vivant autour de chez nous et même ailleurs. Et donc, très tôt, ma sœur, mon frère et moi, on a baigné dans un environnement qui était favorable pour, pour avoir des activités dehors, pour être sensible à tout ce qui se passait, non pas que sur les hommes, mais sur les autres êtres vivants, et sensible à la beauté qui nous entoure. Donc là, c'était une grande chance. Mon père est plutôt naturaliste. Il était professeur de métier et naturaliste, écologiste amateur, mais il a beaucoup œuvré et continue pour essayer de préserver les derniers espaces sauvages autour de chez nous, dans l'est de la France. Et ma maman très proche de nous pour aussi soigner notre éducation. On avait la forêt tout près de chez nous, donc c'était souvent des activités comme le canoë, la marche en forêt, l'escalade, le bivouac. Donc la vie dehors, voilà. S'échapper de notre confort, de notre bulle de confort et essayer d'aller voir, d'ouvrir les yeux sur l'extérieur. Et à 12 ans, il vous offre un appareil photo et vous commencez vos premiers clichés sur chevreuil, je pense. Il vous a mis en dessous d'un filet, c'est ça? Oui, alors je lui ai emprunté parce que il m'a prêté son téléobjectif. À l'époque, c'était en 1988, donc c'était quand même ça coûtait très cher à l'époque. Donc il a eu vraiment, comment dire, il m'a prêté cet appareil et moi j'étais sous un filet de camouflage. Il m'a laissé quelques heures dans une allée forestière. Et c'est vrai que c'est un moment qui a un peu été une bascule dans ma vie. Autant avant, je l'accompagnais comme mon frère et ma sœur, mais sans être très passionné ou féru. Et ce moment incroyable où j'ai pu vraiment figer la rencontre avec un animal sauvage tout proche de moi, après plusieurs heures d'affût, tout seul, à 12 ans, c'est quand même pas rien. Et ça a été fantastique. Et donc ça a changé, ça a bouleversé ma vie de gamin. Et ensuite, je ne pensais qu'à être dehors. Je prenais mon vélo, mon sac à dos, ma petite scie, mon sécateur, mes jumelles, et puis j'allais faire des affûts. Je retentais de vivre le moment incroyable que j'ai eu, d'être aussi proche d'un animal. Et puis de tenter à nouveau de figer cet instant. Parce que souvent, on a cette sensation que ça n'a pas existé. C'est un peu entre la frontière entre le réel et le rêve. Et l'appareil photo, ça permet de figer, quoi, ce côté un peu mirage de la bête qui passe après des heures et des heures d'affût. Donc ça, c'était le départ. Et j'avoue que je continue à 45 ans, 35 ans après, ou je ne sais plus. Je continue à faire des cabanes, des affûts et à aller dans ces mêmes endroits même pour photographier renards, sangliers, martres, chevreuils, toutes les espèces. Vous rêviez de photographier quel animal à ce moment-là? Ah, j'ai fait mes armes, c'est vrai que sur les petits chevreuils, parce que c'était vraiment tout près de la maison. Et puis tout s'est fait progressivement, un peu crescendo du chevreuil. Après, je voyais plein d'autres espèces et ça a été les renards, les sangliers. Et puis, à chaque époque de l'année, finalement, il y avait quelque chose d'intéressant à photographier, à observer. C'est ce que je raconte dans ce petit livre pour les enfants. Le calendrier était vraiment bien calé sur les événements, les rencontres animalières à faire. Comme là, en ce moment, le mois de mai, le printemps, ça explose. Donc, il y a les oiseaux qui nourrissent, les petits renardeaux qui sortent des terriers. Dans l'été, c'est un peu plus calme. L'automne, c'est de nouveau le brame du cerf. C'est les amours des chamois, des bouquetins. L'hiver, c'est les petits passereaux près de la mangeoire. Enfin, il y a toute l'année vraiment calée sur des rendez-vous hyper importants. Donc, c'était passionnant. Et vous étiez dans une région, dans les Vosges, c'est ça, où la nature a son plein, je dirais. Voilà, j'y suis toujours dans les Vosges, même si en effet je l'ai vu en 30-40 ans, cette nature quand même un petit peu se déliter. Il y a des endroits où j'allais étant gamin qui n'ont plus du tout le même aspect. Et
comment dire, façon de vivre, l'intensification de nos cultures, en fait, que ça, j'en souffre beaucoup. Il y a tous des pans de sauvages qui sont partis. Mais oui, ça reste quand même encore des montagnes avec des gros massifs forestiers qui sont assez particuliers, oui. Et on continue de tenter de protéger et d'œuvrer pour ces espaces-là, parce que ça reste assez menacé. Et après, vous partez, vous achetez un petit combi et vous voyagez un peu. Et puis, vous allez faire un petit peu différents métiers. Horticulteur, vous allez me ramasser des fruits, comme ça. Maçon, j'ai vu même aussi. Oui, après, c'était un peu compliqué parce que cette passion était tellement dévorante que j'ai quitté l'école assez tôt. Enfin, je n'étais pas du tout concentré. Et il m'était complètement absurde d'imaginer des examens au mois de mai-juin, avoir le bac, alors que la vie explose, comme je le disais. Donc, je préférais avoir des examens au mois de novembre-décembre où il fait nuit tôt. Donc, je trouve ça complètement absurde. Donc, j'ai quitté quand même l'école assez tôt et j'ai pris la poudre d'escampette pour aller assouvir mes rêves de gamin, finalement, pour aller rencontrer les animaux que j'ai pu lire ou découvrir dans les livres. Et donc, que ce soit les grues cendrées, elles passaient au-dessus de ma maison. Je m'étais dit, attends, il faut absolument que je les suive. Donc, je suis allé en Scandinavie, je les ai suivis jusqu'en Espagne. Et là, j'avais en effet, j'avais 18-20 ans, j'ai pu avoir une petite voiture, un petit break où je bivouaquais dedans et j'ai sillonné l'Europe. J'ai commencé par les grues, ensuite c'était les ours en Slovénie, en Croatie, en Roumanie. Je voulais aller dans des endroits, parce que les Vosges c'était très bien, mais des endroits avec une nature sauvage encore plus présente, encore plus préservée, où il y avait encore la présence justement de tous ces grands prédateurs, ours, loups, lynx, qui sont symboles des vieilles forêts, quoi, et puis de la nature au complet finalement, où tout le monde est à sa place. Donc voilà, je suis parti dans ces pays, dans ces contrées, et j'ai en effet eu des moments un peu compliqués parce que il fallait payer mon matériel photo, les films qui coûtaient cher à l'époque, c'était pas en numérique, donc j'ai fait pas mal de petits boulots J'avais des petits contrats de quelques mois dans l'année, et ensuite plusieurs mois je partais en Laponie pendant 3-4 mois. Voilà. Donc ça s'est fait comme ça, petit à Vous petit. êtes devenu photographe de presse. Et là, dans tout plein de domaines différents, aussi bien dans le foot que dans les faits divers. Alors là, je suis passé par la presse quotidienne régionale, comme on l'appelle ici, la PQR. Je travaillais à l'Est républicain pendant plusieurs années, où j'avais des contrats, en effet. Et c'était une assez bonne école pour moi, le photographe animalier, naturaliste, très discret, très timide, qui me cachait tout le temps en forêt. Et j'étais obligé d'oser parce que c'était un mode photographique totalement différent, où il fallait vraiment être baigné, que ce soit, comme vous dites, au niveau de foot, des meetings politiques ou des faits divers. Donc, c'était extrêmement varié. Mais c'était une bonne école. J'ai fait ça quelques années. Et puis après, très vite, jamais, bien évidemment, sans quitter cette passion dévorante de la photo nature. Et puis petit à petit, en effet, j'ai eu quelques prix, même si je ne courais pas après de ça, mais ça a été un tremplin, des prix à Londres qui m'ont fait connaître un peu à l'étranger. Et là, je me suis dit, tentons l'aventure de photographe animalier professionnel. C'était quand même assez rare à l'époque. Il y a une bonne vingtaine d'années, il y en avait peu. C'était pas simple comme statut, et donc j'ai tenté avec des moments compliqués au départ, et puis tout en continuant un petit peu une fois de plus, de suivre mon chemin là où ma passion, où mon cœur m'emmenait. J'ai pu, en échappant justement à ces règles, et c'est ça qui est assez important à mon avis, de ne pas être formaté en suivant des photos que je rêvais de faire, tous ces moments qui pouvaient m'émouvoir. Et j'ai pu avoir peut-être un style un peu particulier de photographie, assez singulier, qui ont fait que ça a plu. Voilà. Et puis ensuite, j'ai continué. C'est une passion qui est tellement forte, qui est tellement, comme dans beaucoup d'autres domaines, mais prenante, que j'ai eu après la chance, comme un artisan finalement, de tout suivre. C'est-à-dire qu'après, j'ai fait mes livres en choisissant le papier, en choisissant les photos, et je trouvais que c'était une belle continuité, que ce soit de la recherche
de la connaissance sur un animal, sur un pays, sur l'aventure d'y aller, la photographie et après le partage par exposition et livre. Et le livre m'a tellement fait rêver, étant gamin, que j'ai voulu créer une maison d'édition qui s'appelle Kobalan, qui veut dire l'ours en langage évène. Ce sont des nomades avec qui j'ai passé du temps au Kamchatka. Donc Kobalan a été créé il y a un peu plus de 10 ans et désormais, ouais, c'est une continuité. Moi, je trouve ça plutôt beau. Vous parlez d'artisan et vous dites pas artiste, plutôt que vous êtes interprète de l'image. Oui, c'est vrai. Après, c'est peut-être de la modestie mal placée, mais j'ai du mal à me considérer comme un artiste, mais plutôt un artisan, parce que je pose mes yeux sur quelque chose qui existe finalement. C'est juste de saisir comme des intuitions. Moi, j'ai un côté un peu animal, si vous voulez, donc je marche beaucoup à l'instinct. Et mes photos, ça se ressent peut-être un peu, mais je vais attraper tous des instincts, des intuitions un peu poétiques. Mais c'est tout. Et je ne pense pas que ce soit une démarche d'artiste, mais plutôt d'interprète d'une nature qui finalement, l'art est vraiment dans la nature. Moi, je ne fais que le révéler, si vous voulez, par peut-être un regard un peu singulier, mais pas plus. Et je ne vais pas modifier ou créer comme peut le faire un peintre, comme peut le faire un musicien quand il crée un morceau de musique. Je reste malgré tout un témoin finalement, un interprète. Oui. Pour faire ces belles photos, il faut prendre le temps de regarder. Oui, ça, je pense que ça, c'est la règle. Souvent, on me dit quels sont les ingrédients nécessaires pour être photographe animalier. La patience, c'est indéniable. Le temps, le fait d'arriver à se poser. Et voilà, moi, pour un animal, je peux y aller rester un mois, ce que j'ai fait en Arctique, par exemple, pour les loups blancs, ne pas les voir, ne voir qu'une trace et être complet. Je crois que c'est le fait de ne pas voir tout de suite qui est encore plus fort. Et j'aime en effet me lancer un défi, c'est sûr, avec une quête d'un animal assez compliqué à voir, mais sans me mettre une pression énorme pour absolument le voir, parce que finalement, sur toute cette quête, ce chemin, on rencontre tellement d'autres espèces que c'est fabuleux, ça me comble complètement. Mais oui, la patience, c'est important. La connaissance, évidemment. La connaissance... la chance, elle est là, mais il faut la provoquer, il faut être sur le terrain, donc c'est encore une fois avec le temps. Connaissance, c'est pour éviter les bêtises et bien apprendre à connaître notre sujet pour pour le respecter, tout simplement, parce qu'on sait qu'on n'est pas chez nous, on vit un peu chez eux. Moi, je trouve que ça, c'est quand même une notion que mon père m'a inculquée et qui est très importante. Cette humilité de se dire non, qu'on a une responsabilité finalement à venir dans un endroit où tout est en équilibre, où l'ordre est présent. Et très vite, on peut amener un désordre, ce que l'homme fait un peu partout. Donc, c'est comme quand on rentre dans une forêt qui est majestueuse, pleine de lichens. On a l'impression de rentrer comme dans une cathédrale. Et dès que je fais craquer des branches ou autre, moi, ça me fait un mal pas possible, parce qu'on déstabilise des choses, on dérange. Donc, c'est un peu la règle de se dire non, on y va, mais tout doucement, quoi. On a l'impression dans la nature que tout est un peu en désordre, et quand je vous entends, j'ai l'impression que c'est plutôt nous, humains, qui sommes désordonnés. Et un petit peu, on veut tout de suite, on veut trop, on ne supporte pas d'attendre. Mais je suis complètement d'accord. Complètement d'accord, mais ça, c'est une déviance que l'espèce humaine a travaillé. Parce que, comme vous le dites, parfois on voit une forêt. Moi, je suis vraiment assez sensible à ces écosystèmes, la forêt. Et pour beaucoup de gens, une forêt avec des arbres morts, moussus, des branches, des champignons, des mousses, c'est quelque chose qui est presque des arbres morts, qui n'est pas propre, qui n'est pas dans l'ordre, alors que non, c'est d'une richesse incroyable. Il n'y a pas plus vivant qu'une forêt morte avec des arbres moussus, avec plein d'insectes. Il y a une biodiversité qui est hallucinante. Donc, et on a encore ça dans au plus profond de nous, cette nécessité d'être de gérer, de maîtriser, et ça, c'est des mots qui m'insupportent, et de nettoyer. Et alors que l'ordre, non, mais évidemment que l'ordre, il est précis dans la nature, et que la nature n'a pas besoin de l'homme finalement.
de se croire supérieur finalement. Mais je crois qu'on est dans une période où où on est en train de subir un peu les conséquences de cet anthropocentrisme en quelque sorte. On s'est toujours vu au-dessus de toutes les autres espèces. Il y a eu un gros manque d'humilité, de respect des autres êtres vivants et on voit où ça nous mène, hein, si vous voulez. Moi, je pense que tout ce qu'on est en train de subir au niveau de ces pandémies, c'est quand même un peu lié à une fragilité de tous les autres êtres vivants, hein. Plus on va dans une intensification, dans quelque chose qui est… moins il y a de variété, de diversité, et plus on est fragile, on est vulnérable. À l'image d'une forêt, quand on voit, c'est assez flagrant, hein, dans les forêts ou d'autres écosystèmes, hein, dès qu'on est dans des monosylvicultures, un virus arrive et tout le monde, comment dire, meurt, si vous voulez. Donc, alors que si on a des forêts qui sont très variées, avec des essences variées, ben, il y a une force incroyable, il y a une connectivité entre eux, il y a une entraide. Enfin, c'est assez flagrant, hein, dans plein d'autres écosystèmes, hein. C'est assez simple, assez cohérent, mais on a du mal à s'en rendre compte. Que finalement, en protégeant telle ou telle espèce, on se protège nous-mêmes. Et ça, ça peut paraître un peu étrange, mais c'est une réalité. On sent votre émotion quand vous parlez de la forêt, même du désordre, même de ce qui n'est pas beau. Et quand vous avez vu les loups, comment ça se passe, ce regard, cette émotion que l'on peut ressentir quand vous êtes face à cette meute de loups que vous avez tellement attendue? Parce qu'évidemment, il y a aussi ça, on attend, et quelque part, il y a la récompense après d'avoir autant respecté, attendu, puis ces loups blancs qui arrivent face à vous. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas… Non, bah là, il n'y a pas de peur. C'est encore un bon exemple, cette espèce qu'est le loup, qui nous pose problème et qu'on a décidé d'éradiquer. Et dès que ça nous pose problème, on décide de tuer. Ça, c'est vraiment… Et il a fallu que j'aille si loin, si haut, en Arctique, dans des contrées les plus lointaines. Ce sont les dernières terres avant le pôle Nord, pour trouver des loups finalement qui n'avaient pas peur de l'homme, qui n'ont pas été complètement traqués, tués de manière assez horrible, empoisonnés, piégés, gazés, et d'avoir un effet. Alors là, en l'occurrence, c'était un moment que j'attendais depuis très longtemps, parce que ce sont des loups blancs qui me faisaient rêver, évidemment, et j'avais envie de cette rencontre, et j'y suis allé. J'ai multiplié les expéditions pour avoir cette meute qui vient à moi, et c'était un grand moment, c'est certain. Pour moi, ça reste le moment le plus fort de toutes mes rencontres avec les autres animaux, parce que je l'ai rêvé pendant des années, et que c'est eux, cette meute, ils ont décidé de me rencontrer à tel moment. C'était fascinant, et la peur, elle n'était pas là, non, j'étais euphorique, parce que je sais très bien, quand on connaît un peu cet animal, que ce soit le loup gris, le loup blanc ou d'autres, on n'a pas ce conflit qu'on peut avoir avec certains ours, dans l'ours polaire. Il n'y a pas tout de suite une attaque. Non, là, on était dans une curiosité, même si quand ils sont venus vers moi, ils étaient 9 à courir dans ma direction, ça ressemblait à une charge. C'est leur technique qu'ils font pour charger et pour chasser. Mais non, là, c'était de la curiosité, tout simplement. Et j'avoue, moi, souvent, j'aime garder une distance avec les animaux sauvages. J'ai du mal à plonger un peu dans l'anthropomorphisme ou à avoir des liens. En tout cas, je ne le cherche pas. J'ai envie d'être, comme je l'ai dit au tout début, m'effacer et être juste observateur. Avec le loup, c'est quand même un peu différent. Il y a quelque chose de très fort avec l'homme, je trouve. Et là, ils ont voulu un contact, il y avait une curiosité. Donc cette meute est restée avec moi pendant 1 heure, est partie parce qu'elle a bien vu qu'elle n'avait rien à tirer d'un bonhomme tout seul. Et après, plus rien. Pendant des semaines et des semaines, je ne marchais plus rien, jusqu'à ce que j'ai un mâle solitaire, après un loup solitaire qui est resté avec moi pendant 2-3 jours. Et ça, c'était fascinant aussi, parce qu'il arrivait tel un fantôme, il disparaissait. C'est lui qui choisissait la rencontre. Il venait des fois tirer les fils de ma tante. Il y a quand même une relation, et on sentait qu'il avait envie de ma présence, qu'il y avait un échange, qu'il y avait comme un jeu, Et ça, c'était très fort. Vous croisez parfois les regards des animaux?
Oui, bien sûr, bien sûr. Là, en l'occurrence, les loups, oui. Oui, oui, et souvent, c'est ce que je dis, hein, la photographie, on a un outil qui fait un peu une barrière entre le sujet, entre l'animal et nous. Et c'est souvent que je l'enlève, je regarde qu'avec les yeux ou mes jumelles, parce que Mhm. c'est encore plus fort. Je Sûr. lisais qu'on disait de vous que vous étiez, que c'était des photos presque romanesques. Oui, c'est sûr moi, ce qui me plaît dans la photographie, c'est qu'en tous les cas, je me suis très vite échappé de la photo d'illustration animalière. Je trouve qu'une photo, il faut qu'elle reste, il faut que chacun se raconte son histoire en quelque sorte. Et donc, dans ce sens-là, oui, peut-être. Je trouve que, en tout cas, moi, c'est ce qui me plaît dans la peinture ou dans d'autres arts. Je suis assez proche des arts minimalistes, de ne pas tout donner, lever légèrement de voile et que chacun se fasse sa projection, quoi. On est dans romanesque, même l'érotisme, c'est quand même tellement joli. Ça me plaît beaucoup plus que de montrer des choses qui sont toutes, toutes figées, toutes nettes, toutes définies. Non, non, j'aime ce qui est suggéré. Voilà. C'est de l'amour, parce que si on aime, vous aimez, vous êtes avant tout un passionné. Ah oui, oui, mais complètement. Dans passion, même parfois, je dis même que je suis un amateur parce que j'ai pas du tout une démarche de professionnel. Dans amateur, il y a le mot amour en quelque sorte, mais c'est certain, c'est certain. Et c'est pour cette raison, à mon avis, que je pousse très loin ma photographie, maintenant mes films, essayer de révéler le maximum de leur beauté, de leur sensibilité, de leur courage. Et c'est pas par le biais de l'image, parce que quand on est voilà, follement amoureux d'un être, on a envie de mettre en avant tout ce qu'il a de beau. Donc oui, évidemment, l'amour, c'est le grand mot voilà, qui est derrière tout passionné. Ouais. Vous parlez de beauté, de mettre en avant la beauté et d'illuminer ce monde. Oui, moi je suis persuadé que c'est important, c'est pas suffisant, hein, on l'a vu, on est nombreux à essayer, à tenter de montrer le beau, à essayer d'émerveiller les gens, et c'est difficile. Mais il faut continuer, et moi j'y crois. De toute façon, on est quand même entouré de choses extrêmement négatives. Notre quotidien est entouré, je trouve, de laideur. Là, je suis à Paris, je suis même ailleurs. C'est impressionnant de voir à quel point l'homme est capable de s'adapter à une certaine médiocrité, je trouve. Et c'est fou, on est très flexible finalement. Et de s'habituer à des choses voilà, et qui inconsciemment nous font beaucoup de mal à l'intérieur, mais on s'y habitue. Que ce soit le béton, les fils électriques, le bruit, quand on voit nos campagnes en ce moment de France ou d'ailleurs, hein, mais à quel point elles se dégradent. Et il n'y a plus rien pour accrocher notre regard, pour nourrir notre regard par la beauté, quoi. Et c'est très dur que ce soit un magnifique arbre qui trône au milieu d'un champ, que ce soit des haies, que ce soit dans nos villages. Enfin, ça irait un peu loin, mais je trouve que c'est un gros chemin qu'on néglige de ne pas être attentif à avoir beaucoup de choses, beaucoup de beauté dont on a besoin, dont on doit se nourrir. Et que ce soit à tout niveau, que je trouve, il me semble. Est-ce que c'est pas quelque chose de l'ordre de la spiritualité, d'aller chercher en nous ce qu'il y a encore une part d'enfance? Alors après, il y a ça. Après, c'est pour ça que je parlais de la flexibilité, mais la spiritualité pour nous aider à contrer ce manque de beauté aussi. Mais il est certain que moi, j'ai cette sensation que ce soit la méditation ou on a quand même besoin de se nourrir de silence, de beau. Oui, ça c'est une spiritualité, c'est indéniable. Et moi, je la ressens dans la nature. Souvent, quand il m'arrive, quand il y a des moments complètement incroyables, c'est comme une prière, que ce soit une rencontre avec ses loups, une rencontre avec plein de choses. Quand tout arrive d'un coup, ça nous remplit de l'intérieur. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de très spirituel, en effet. Oui, De sacré. de sacré, oui, complètement. Vous en parliez avec l'écrivain qui vous a accompagné pour aller voir les Panthères des Neiges. Il parle beaucoup de spiritualité, de ce côté religieux aussi. Et
c'est la même chose quand vous aviez été voir les loups, c'est cette attente, c'est vraiment tout laisser tomber et au risque de ne rien voir. C'est ça, parce que peut-être que cette panthère va arriver, peut-être pas. Oui, oui, on peut faire le lien avec en effet, hein, le taoïsme, le bouddhisme, ceux qui prient là au Tibet, ils sont dans une souffrance incroyable pour aller vraiment vers leur lumière, la lumière, vers la rencontre, le sacré. Dans la photo ou dans l'observation ou la quête d'un animal, c'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est vrai, c'est vénérer ce qui est là sous nos yeux et ce qui nous tient, quoi. Et j'avoue que, comme je vous le disais au départ, je pense que c'est même pas on peut pas parler d'échec. C'est pour ça qu'on est au-delà d'une aventure. On doit ramener absolument quelque chose. Et c'est ça qui me plaît dans ce côté un peu amateur, amour et non professionnel. J'ai pas ce souci de rentabilité, de besoin de... Parce qu'un mois à être dans les montagnes du Tibet, ne pas voir la panthère du neige, ça peut autant me combler que de la voir 5 fois dans le séjour. C'est tellement, c'est fort et puissant, quoi. Et je trouve que... Et même parfois, vous voyez, le lynx, c'est un peu notre panthère de nos forêts jurassiennes, vosgiennes. Je ne l'ai pas vu pendant 10-15 ans, et pourtant j'ai fait plein d'affûts. Et il me hantait. C'était fabuleux, en fait, finalement, de ne pas le voir. Et quand on le voit, évidemment que le moment est très fort, mais on n'a plus du tout la même... oui, ce sont des rencontres sacrées, avec des dieux, moi, je trouve. Comment on fait pour réatterrir dans le monde? On est rempli, je suppose. C'est quand même une école de la vie aussi. Finalement, vos parents vous ont donné beaucoup de force à être dehors, à prendre le temps, à recommencer encore et encore, à retourner. Parce que souvent, nous, on arrête, les humains normaux. Si ça va été, on arrête. Vous restez encore. C'est peut-être l'obstination du passionné, il y a une certaine folie parfois. Et après, ce que nos parents nous ont fait à être forts, ils nous ont donné des valeurs qui sont fortes, c'est certain, mais on reste quand même fragile. Moi, je suis quand même quelqu'un d'extrêmement fragile et vulnérable, et de vivre dans un monde aussi violent que le nôtre, ça m'est difficile. Moi, je me sens très bien et je me sens moi et vivant quand je sens, si vous voulez, que tout est en équilibre et qu'il n'y a pas de... Même si je ne suis pas dans un monde, si vous voulez, un peu, comment dire, un peu bisounours, ou non, la nature, ça peut être quelque chose de dur, parfois cruel, mais pour quelque chose de juste, si vous voulez. Il y a quelque chose où il n'y a pas vraiment d'excès, où chacun prend sa part, il n'y a pas de... Et donc, c'est là où moi, je me sens vraiment bien, là où tout le monde est à sa place, où il n'y a pas de haine. Et dès que je rentre dans notre civilisation ou dans notre environnement très urbanisé, non, c'est extrêmement compliqué. Là, moi, je ne suis pas armé du tout. Donc, les retours sont compliqués, c'est évident. En quoi vous vous évadez aujourd'hui? Vous avez une actualité qui est un livre où vous apprenez aux enfants à découvrir un peu les animaux sauvages. Et un film, je pense, c'est ça? Après, j'ai un peu créé mon chemin, et j'avoue que je suis privilégié parce que j'habite dans un endroit qui est encore un peu sauvegardé, où j'ai la forêt tout autour, et donc ce qui me nourrit, ce sont mes petites mésanges, tous les animaux qui sont autour de la ferme, où tout se passe bien, ça me fait beaucoup de bien. J'avoue que là, on termine un film à Paris, donc ça m'est compliqué de passer du temps dans les studios sous terre. On a l'impression d'être c'est presque pas humain. Mais voilà, donc tout ça pour dire que j'arrive quand même à vivre avec ces contrastes, mais ce qui me tient, c'est le fait d'être quand même dans un endroit où il y a encore une nature qui me paraît un peu préservée, quoi. Ça me fait beaucoup de bien. Et sur mes voyages, là, j'en fais beaucoup moins. Ça fait quelques années où j'ai beaucoup levé le pied. Je suis allé souvent en Arctique, justement, pour terminer ce livre, ce projet photographique. Et puis là, le Tibet. Donc, le Tibet, on le termine avec le livre et puis ce film, plus le récit de Sylvain Tesson. Et après, là, je continue sur mes Vosges. Là, je continue quelque chose sur les vieilles forêts pour montrer l'utilité, ce que je vous disais au départ, l'utilité d'être attentif à avoir des forêts extrêmement variées
et des forêts où on prend, comment dire, qui échappent un peu à l'intensification, à toute comment dire, la règle des grandes scieries qui veulent absolument des bois de telle taille et qui nous font des champs de maïs à l'image, voilà, avec des arbres. Et ça, on va essayer de montrer, comme je sais le faire, par l'image, par les films, montrer la poésie de ces forêts et l'utilité de les préserver. Comment on fait pour regarder, pour prendre son temps? Comment on pourrait dire aux gens comment faire, ceux qui courent tout le temps? Alors j'avais beaucoup d'espoir avec cette pandémie en se disant, ben voilà, là tout est un peu stoppé, figé, peut-être qu'on va essayer de ralentir un peu, essayer doucement d'enlever nos œillères de cette croissance et des chiffres qui décident tout. Et finalement, j'ai peur que ça soit totalement utopique. J'ai pas cette sensation, tout le monde veut revenir comme avant, et je pense que ce serait une grosse bêtise. Et alors quoi dire, quoi faire, je ne sais pas. Moi, j'ai beaucoup d'espoir par rapport aux enfants. C'est pour cette raison qu'on a fait ce livre aussi. J'espère que les enfants vont se réveiller, en tout cas, ne vont pas prendre le même chemin que nous. Moi, j'ai peur de ça, parce que très vite, il y a un formatage très tôt à l'école, de devoir avoir un travail, un salaire et travailler, de rentrer dans le moule. Et je crois qu'il faut pas, et il faut être un peu en marge et que nos enfants se rendent compte des erreurs que nous avons pu faire. Et c'est là où il y a un peu d'espoir, et qui s'échappe un peu de ce monde totalement numérique, quoi. Ça, c'est quand même assez affolant. Il faut y aller. Moi, je fais ce que je peux à mon niveau. Voilà. La plus belle image, là, comme ça, dont vous vous souvenez? La plus belle image? Le plus beau moment? Je ne sais. Les plus beaux moments, ils sont nombreux, c'est difficile. Hein. Là, en ce moment, je trépigne parce que j'ai envie de retrouver mes petits renardeaux qui sont tout près de chez moi, là, alors que je suis à Paris. Donc là, c'est de les voir jouer, c'est juste des moments extraordinaires. Et c'est encore une fois de plus, comme le loup, une espèce qui a une mauvaise presse. Et ça, c'est rageant parce qu'il est tellement utile, hein, il a tellement sa place comme tous les autres. Donc là, je pense beaucoup à mes petits renards en ce moment. Et sinon, dans toutes les années que j'ai passées dehors, le moment, c'est quand même le moment avec les loups blancs qui a été le plus fort. La panthère des neiges, évidemment. Ils sont nombreux, c'est sûr. Merci beaucoup, en tout cas, Vincent Munier. Mais je vous en prie. Merci à vous. Merci. C'était un plaisir. Merci beaucoup, infiniment. Partagez. Merci. Au revoir. Au revoir. I'm not